Du coup, bonjour à tous. Je suis Casey Dossou, une étudiante maintenant en M2 dans le master santé agriculture à l'université de Nantes. Je suis ici car j'ai pu faire un stage de 6 mois auprès du centre François Viette, d'épistémiologie mais aussi d'histoire des sciences. Stage qui a été financé notamment par le FHU Génomède. Donc l'objectif du stage était en fait de faire un document de synthèse sur les différentes pratiques du stage préconceptionnel dans le monde. Pourquoi faire ce document? C'était déjà pour permettre aux professionnels de santé d'avoir accès à un document de synthèse si ça les intéressait, mais aussi d'aider possiblement à la mise en place d'une étude de pilote sur le test préconceptionnel en France, qui était un des projets de mes co-encadrants de stage qui sont Laurent Pasquier et Stéphane Thirard. Donc je vais commencer par vous dire que le test préconceptionnel peut prendre 3 formes en fait. Donc soit il est disponible en population générale, c'est-à-dire que tous les couples du pays sont censés avoir accès au test préconceptionnel, soit il est fait en milieu scolaire, c'est-à-dire qu'il est accessible au lycée, ou dernièrement il peut être disponible en prémarital, c'est-à-dire qu'on peut le faire juste avant le mariage. Donc je vais commencer par vous parler des pays qui l'ont mis en population générale. Donc on a l'Australie, qui prend depuis 2023 le test en charge pour 3 maladies héréditaires. Donc on a la mucoviscidose, la myostrophie spinale ou le syndrome de l'ex fragile. Donc comment on en est arrivé à là? En fait, c'est dû à un effort partagé d'associations, mais aussi de parents d'élèves malades et d'une étude pilote qui s'appelle Mackenzie Mission. Donc c'est un hommage à Mackenzie Cassella qui est décédé en 2017 de la myostrophie spinale. Maintenant, il y a une tendance en Australie à financer toute la recherche autour de la génétique. Et c'est pour ça que l'étude pilote a pu être financée à la hauteur de 20 millions de dollars en 2020. Donc l'étude a permis le séquençage de 1300 gènes qui sont associés à 750 maladies environ. Donc comment ils ont sélectionné les gènes à tester ou non? En fait, ils ont créé un comité avec différents professionnels de santé, donc des généticiens, mais aussi des scientifiques issus de différents laboratoires, etc. Et ils ont créé une liste de critères pour ces gènes. Donc il fallait que ce soit des maladies sévères ou soit mortelles, mais aussi que ce soit techniquement possible de les séquencer et plein d'autres critères. Je n'ai pas le temps de m'étaler là. Ce que je vous ai mis sur la dernière phrase, c'est que bien sûr les couples avaient accès à des différentes consultations de génétique, mais ce qui est intéressant, c'est que pour délivrer ces résultats, ils utilisaient soit les termes bas risque ou à haut risque. Donc soit vous êtes à bas risque d'avoir un enfant malade, soit à haut risque. Je le précise parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Maintenant, je vais vous parler de la Belgique. Donc, le Conseil supérieur de la santé a mis en place, a recommandé en 2017 la mise en place d'une étude pilote, mais aussi d'une intégration progressive du test préconceptionnel dans le système de santé belge. Bon, la mise en place s'est faite officiellement en 2019. Je dis que c'est un peu ambigu parce qu'on parle d'études pilotes, mais on a l'impression que en fait, la mise en place en 2019 est en fait une étude pilote en soi. Donc c'est un peu simultané. Donc le test qui s'appelle BEGECS permet de tester 1200 maladies récessives ou liées à l'X. C'est fait dans 8 centres de génétique du pays qui sont rattachés à des hôpitaux universitaires. Je le précise parce qu'on se rend compte qu'en fait que la plupart des couples testés sont au final un peu issus de ces hôpitaux et qu'en fait la plupart des Belges ne sont pas vraiment au courant de l'existence du test. Et en plus de ça, il a un certain coût de 1 500 €. Donc ça joue aussi. Et eux utilisent les termes normal ou anormal pour déclarer les résultats au couple. Donc on peut, éthiquement parlant, on peut discuter de ces termes-là. Mais ce qui est intéressant avec la Belgique, c'est qu'ils communiquent en plus au couple leur statut de porteur individuel pour certaines maladies, donc comme la mucoviscidose, afin de faciliter les tests génétiques en cascade. Donc pour finir, pour la population générale, je vais vous parler de l'Israël. Donc il recommande à toute la population de se faire tester pour la mucoviscidose, le syndrome de l'ex fragile, la dystrophie musculaire de Duchenne ou encore la myostrophie spinale. Mais en supplément de ça, il recommande, en fonction des origines des personnes, de se tester pour différentes maladies. Donc là, je vous ai mis l'exemple des Askénazes, à qui il recommande de se faire tester, par exemple, pour la maladie de Tay-Sachs. Ces tests sont pris en charge si elles sont considérées comme communes. En général, c'est quand le taux de fréquence est de plus d'une naissance sur 15 000. Sinon, les couples doivent se rattacher à des assurances maladies complémentaires.
Donc là, je passais au test préconceptionnel associé au mariage. Donc on a le programme international d'Or Yesorim qui a été mis en place pas en 93 mais en 83 à New York par Joseph Eckstein, qui était lui le père de 4 enfants qui étaient atteints de la maladie de Tay-Sachs, et de Robert Desnay qui avait suivi ses enfants. Donc c'est vraiment destiné à la communauté juive ultra-orthodoxe, et eux, en fait, ils mettent une grosse importance sur l'anonymat. Donc en gros, les personnes s'inscrivent, ils donnent leur nom de famille, etc., leur numéro de téléphone et leur origine, et après on leur assigne des numéros d'identification, et tout le processus du test se fait avec ces numéros d'identification. Donc les couples, pour avoir leurs résultats, doivent donner ces numéros d'identification. Et ils disent que c'est pour ne pas stigmatiser en fait les couples, mais on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que pour se marier, il y a tout un processus, regarder le statut de la famille, etc. Et que ce programme en fait rajoute une pression en plus aux personnes. On a Chypre, qui a eu un gros programme de sensibilisation qui a permis au pays d'atteindre un taux de prévention qui tournait autour de 89%, mais ils ont atteint les 100% en mettant en place le test marital. Donc dans la partie sud de Chypre, en 84, ils ont mis en place le test marital, mais ça a été fait par l'Église orthodoxe qui est très respectée. Donc en fait, ils sont obligés de faire ce test pour pouvoir se marier à l'Église. Et dans la partie turque, ça a été mis en place par le gouvernement en place. Pour la thalassémie, oui. Je vais terminer très rapidement par l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, ils l'ont mis en place pour différentes maladies. Donc, pour l'un, c'est pour la drépanocytose et la thalassémie. Pour l'autre, pour la mucoviscidose. Donc, chez l'un, c'est totalement gratuit. Chez l'autre, c'est un coût très très faible, donc de $5. Ce que je voulais préciser, c'est que pour l'Arabie Saoudite, ils utilisent les termes compatibilité ou incompatibilité. Donc là encore, c'est très intéressant. Je n'ai pas le temps d'en discuter là, mais les termes ont un sens, et d'utiliser ces termes-là, je trouve qu'on peut s'étaler là-dessus et en parler. Et pour l'Iran, ce que je voulais préciser, c'est que le test prénatal est disponible depuis 1998. C'est vrai qu'en Occident, on s'appuie sur le fait qu'on souhaite proposer aux couples le plus de choix reproductifs possible, mais on se rend compte que dans le monde, en fonction des sociétés, de leur culture ou de leur religion, parfois c'est un peu compliqué de rendre accessibles certains tests. Donc pour les tests faits en milieu scolaire, je voulais vous parler d'études qui ont été faites au Canada et en Australie dans les années 90 pour les maladies de Tay-Sachs. Je le précise parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que les études sont plutôt réussies. Donc les enfants se font tester à l'école, au lycée, et on se rend compte qu'ils retiennent leurs résultats et que des années plus tard, ils demandent à leur conjoint, en fonction de leurs résultats, de se faire tester aussi. Donc on peut se demander pourquoi cette pratique-là ne s'est pas étendue dans le monde. On peut un peu imaginer pourquoi. Je vais terminer par les Maldives, donc qui eux aussi ont mis le test avant le mariage obligatoire. Mais ce que je trouve intéressant avec eux, c'est qu'ils obligent les parents à dépister les enfants avant l'âge de 18 ans. Et en fait, ils demandent aux parents de ne pas révéler les résultats du test avant les 18 ans. Donc en gros, ils sont censés garder pour eux les résultats des tests de leur enfant. Donc là, on peut se demander, sur le papier, c'est très bien, mais dans la réalité, est-ce que vraiment les parents gardent secret ces résultats ou pas? Pour conclure, il y a plein de points de recherche que je n'ai pas pu approfondir là, donc, notamment d'autres pays que je vais pu mentionner, ou sinon des réflexions que j'ai eues. Donc, est-ce qu'on utilise les termes diagnostic ou dépistage pour parler du préconceptionnel, mais aussi parler du principe du choix informé ou encore des consultations dites non directives. Mais je n'ai pas le temps d'en parler. Et ça, c'est un point annexe, mais j'ai découvert à la fin de mon stage qu'une étude similaire a été postée le 17 août 2024. Donc c'est une très bonne étude, mais ça me permet aussi de voir que le sujet intéresse et que je ne suis pas du tout issue du milieu de la génétique, mais que j'ai trouvé des résultats un peu similaires, donc c'était un peu rassurant. Merci pour votre attention. Merci Kaysi pour cette belle présentation sur un sujet effectivement d'actualité. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Oui. Merci beaucoup, c'est vraiment hyper intéressant et ce serait chouette d'avoir accès à vos résultats plus détaillés. Est-ce que vous aviez pu regarder ce qui se fait en Turquie?
parce que en parlant des patients, il y en a beaucoup qui ont des tests préconceptionnels, surtout quand il y a de la consanguinité, mais ils reçoivent aucun résultat, aucune consultation de rendu, c'est juste l'accord pour se marier en fait. Mais on n'a pas trop d'idée de ce qu'ils leur proposent en fait finalement. Alors oui, j'ai vu qu'ils faisaient du test prémarital également. Pardon, j'ai vu qu'ils faisaient du test prémarital également en Turquie. Pour ce qu'ils leur proposent, je ne suis pas sûre de pouvoir vous répondre, mais c'est vrai qu'en fonction des pays, ça dépend. Je sais que, par exemple, en Arabie Saoudite, l'avortement n'est pas trop autorisé, mais je ne pourrais pas vous répondre pour la Turquie. Mais c'est un pays que j'ai vu défiler également. Il faut féliciter Casey, d'autant plus que Casey au départ n'est pas généticienne ni scientifique, hein, donc pour prendre la mesure du sujet. Et puis après, tu as beaucoup fait un travail à partir de la littérature, hein, oui, oui. qui avait été publié. Donc, si des choses qui ne sont pas publiées, on ne peut pas forcément savoir.